très chers élèves, bonjour. Vous me manquez trop, mais bon, on se contente aujourd'hui de cette petite rencontre télévisée pour, normalement, pour étudier les lois de probabilité continue. Donc, concernant cette notion, c'est la dernière partie du chapitre intitulé variables aléatoires. La première partie, elle concerne les lois de probabilité discrètes. Cette partie qu'on va s'intéresser à la faire aujourd'hui ensemble, c'est les lois de probabilité continue, un petit plat mathématique à mijoter ensemble. Donc, c'est quoi ces lois de probabilité continue? Ça diffère des lois discrètes, comme peut-être les noms l'indiquent, que lorsqu'on parle d'une loi de probabilité discrète, la première partie, il s'agit d'une variable aléatoire x qui prend des valeurs discrètes, des valeurs finies. On cherche la probabilité on cherche une probabilité que x soit égal à 1 ou que la variable x soit égale à 2 ou à moins 1. Concernant les lois de probabilité continue, l'introduction, on va dire que si les valeurs possibles d'une valeur aléatoire x sont réparties d'une façon continue sur un intervalle, on dit que x est une variable aléatoire contenue. C'est-à-dire quoi? Les valeurs possibles d'une variable aléatoire x, généralement, ou disons dans la partie antérieure, on a étudié des valeurs de x fixes. Maintenant, on va voir des valeurs où la variable aléatoire x est répartie d'une façon continue sur un intervalle. C'est-à-dire x est une variable aléatoire contenue. Plus encore, peut-être plus simple à voir, c'est que dans ce cas, x peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Disons, pour s'approcher encore plus de notre réalité de nos jours, c'est-à-dire un phénomène comme la mesure de température le long d'une journée d'été, ou peut-être que lorsqu'on parle de la mesure de la longueur d'une personne, dans tous ces cas, sont des valeurs qualitatives, ou lorsqu'il s'agit d'étudier la probabilité de ces phénomènes-là, on aurait besoin des variables aléatoires qui prennent des valeurs dans un intervalle donné. On s'intéresse alors à des événements du type la valeur de x est comprise entre x1 et x2, où x1 et x2 sont deux réelles données. Une température le jour d'été, c'est une variable aléatoire contenue, puisque la valeur de la température, elle varie, on dit qu'elle varie entre 28 et 30 degrés, mais on ne peut jamais dire que la température est exactement 28 degrés ou 29 degrés. Donc, d'où la notion des lois continues. Donc, la définition, avant de l'énoncer, on va dire qu'une loi continue, forcément, elle devrait avoir une densité à l'aide de laquelle on va chercher à calculer ces probabilités. C'est quoi la densité de probabilité? X étant une variable aléatoire prenant des valeurs dans un intervalle AB, fermé, on appelle densité de probabilité de x la fonction f positive et continue sur AB. Donc, une densité de probabilité, après quelques minutes, on va voir ça sert à quoi, mais on ne peut jamais parler d'une probabilité continue sans parler de leur densité. Donc, on appelle densité de probabilité la fonction qui doit être positive et continue sur l'intervalle AB, telle que l'intégrale entre A et B de la densité f de t dt doit être égale à 1. Donc, trois conditions, fonction positive, une fonction qui doit être aussi continue sur l'intervalle AB, et l'intégrale de la fonction f de t dt égale à 1. Ces conditions vérifiées, on parle alors d'une densité de probabilité. Et la loi de probabilité de x, quel est le lien entre la loi de probabilité de x et cette densité de probabilité? C'est que la probabilité que la variable x soit dans l'intervalle x1, x2, puisque je répète que la variable x n'est plus fixe, c'est une variable qui appartient à un intervalle, donc c'est l'intégrale entre x1 et x2 de f de t dt. Et là, peut-être la question qui se pose, peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais alors pour calculer la probabilité, on devrait alors revenir à calculer des intégrales. Je vous dis que rassurez-vous bien, ça ne va pas aller comme ça. Donc après le cours,
ça va donner des formules qui vont nous aider à faire ces calculs-là. Donc, vous allez voir ensemble. Donc, on passe. Donc, c'est la densité de probabilité, comme je viens de le dire, ainsi que cette loi de probabilité associée à n'importe quelle densité de probabilité, nous fait diffuser deux lois, l'une appelée loi uniforme, l'autre qu'on va la voir après. Ce ne sont pas les uniques lois contenues à voir dans notre vie quotidienne, sauf que notre programme de 4e année nous donne l'occasion de découvrir la loi uniforme et la loi exponentielle qu'on va voir après. Donc la loi uniforme, on appelle loi uniforme, évidemment le nom des lois, ça a un lien direct avec la densité, la fonction densité. On appelle loi uniforme sur AB. La loi, évidemment, à l'intervalle AB, c'est que A est inférieur à B. La loi de probabilité dont la densité F est la fonction constante. Déjà, on sent bien le lien entre uniforme et une fonction constante. Donc, la fonction constante égale 1 sur B moins A. Donc, peut-être, vous allez voir, on va voir maintenant que, ou bien, je reviens sur un point que on va le revoir après, c'est que cette fonction constante est bien une densité sur l'intervalle AB, puisqu'elle est contenue, elle est positive sur l'intervalle AB, et l'intégrale de la fonction constante 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B est égale évidemment à 1, puisque c'est B moins A fois 1 sur B moins A qui est égal à 1. Donc, on continue. Donc, les propriétés. Si x est une variable aléatoire contenue qui suit une loi de probabilité uniforme sur l'intervalle AB, alors on a. Qu'est-ce qu'on va conclure? Si je prends un petit intervalle, inclus un intervalle CD, inclus dans l'intervalle AB, on a la probabilité que x appartient à l'intervalle, la probabilité que x, la variable x appartienne à l'intervalle CD, ou qu'on la note P de x compris entre la variable x comprise entre C et D, qui est égale à D moins C sur B moins A. Peut-être, normalement, ce résultat, ça provient du calcul de l'intégrale comme on l'a déjà énoncé. Donc, je vais l'expliquer graphiquement. Voilà. Donc là, nous avons un repère où on a tracé la fonction constante 1 sur B moins A, voilà la valeur 1 sur B moins A. Là, j'ai l'intervalle où la fonction densité est définie, l'intervalle AB. Donc, d'après la définition de cette probabilité, que généralement la probabilité dans le cas d'une loi contenue, c'est l'intégrale de la densité. L'intégrale, comme on l'a vu dans le chapitre, normalement, que vous l'avez déjà étudié, le chapitre de l'intégrale, que l'intégrale, ça représente, d'une fonction positive et contenue, ça représente l'aire de la partie assurée devant vous maintenant, l'aire de la partie comprise entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, les deux droites d'équation respectives x égale a et x égale à b, et voilà là l'aire de ce rectangle. Elle est égale à 1, évidemment. Pourquoi 1? La longueur de ce segment, c'est B moins A. La longueur de cette hauteur, c'est 1 sur B moins A. B moins A fois 1 sur B moins A, c'est 1. Voilà, c'est 1 unité d'air, c'est 1. Encore, là, pour calculer l'aire pour calculer la probabilité que x prenne la valeur des valeurs entre C et D, c'est l'aire de cette partie en vert qui est égal à D moins C fois B moins A. Et on remarque autre chose, peut-être une autre raison pour voir la raison qu'on appelle cette loi une loi uniforme, c'est que si je prends des intervalles de même amplitude, les probabilités seraient égales, c'est-à-dire si l'amplitude égale 1, l'aire de ce rectangle serait égale à l'aire de n'importe quel autre rectangle qui a pour base une amplitude égale à la même amplitude que le premier. Donc, du fait, et du coup, on appelle ça une probabilité uniforme, à part que la fonction, comme je viens de dire, est une fonction constante. Donc, une remarque encore
que la probabilité d'un événement élémentaire dans les probabilités contenues, c'est 0, c'est-à-dire la probabilité de x égale à c est égale à 0, soit en voyant ça comme intégrale entre c et c, ou intégrale entre a et a qui est égale à 0, ou en voyant ça comme étant une R qui n'existe pas, plutôt quasiment nulle. Donc, les lois contenues, la probabilité d'une constante d'un événement élémentaire que x égale à une valeur fixe est égale à 0, c'est la définition même de la loi contenue. Et pour calculer la valeur, la probabilité qu'une variable x soit comprise entre c et d, c'est égal à d moins c sur b moins a. Et cette formule, dorénavant, on va l'utiliser directement. C'est-à-dire, on ne va pas chaque fois calculer l'intégrale et puis chercher le résultat qui représente la valeur de la probabilité. Non, on va utiliser ces formules chaque fois où il s'agit d'une loi uniforme. Donc, voilà, ici, on va juste une petite remarque concernant la fonction de répartition. Puisque, comme vous le savez déjà, les fonctions, les lois de probabilité et les variables aléatoires discrètes ont des fonctions de répartition f. F, la fonction de répartition d'une loi x, dans notre cas, c'est une loi contenue. Donc, la fonction f, elle serait définie de cette façon-là. Pourquoi? Parce que la définition même de la fonction de répartition, elle est toujours la même. C'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Et évidemment, cette fonction serait nulle, puisque la probabilité uniforme définie sur l'intervalle AB, donc lorsque x est inférieur à A, donc la probabilité est nulle. Lorsque x dépasse le B, c'est le cumul total, c'est 1. Et lorsque x entre A et B, donc c'est la probabilité que grand X inférieur à petit x, c'est exactement la formule que je viens donc la formule à l'instant, donc juste la formule ici, P de x, si je prends cette formule x inférieure à x, on va avoir x moins c sur b moins a. Donc, voilà, c'est la définition de la fonction de répartition. Et maintenant, c'est sa représentation graphique. Elle est simple. Il suffit de tracer une droite, une demi-droite jusqu'au point d'abscisse A, puis une fonction affine qu'on le lit avec le point de coordonnées B1, donc elle est très facile à tracer. Donc, et de toutes les façons, c'est une question que si elle se pose devant vous dans un exercice concernant les lois de contenu, donc vous devez la tracer et c'est très simple d'après ce que je vois. Donc, on passe évidemment à un exemple, peut-être que ça va vous aider encore à voir les choses. Il s'agit d'un appareil de mesure qui évalue l'épaisseur en centimètres. Et voilà, avant de continuer, l'épaisseur, c'est un phénomène qualitatif. Donc, ce phénomène-là, on a besoin d'avoir recours à la probabilité contenue. Donc, un appareil de mesure évalue l'épaisseur en centimètres de pièces mécaniques. L'expérience prouve que l'épaisseur des pièces peut être modélisée par une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme dans l'intervalle de 2,8. Et là, rassurez-vous, chaque fois dans ce cas des lois contenues, où il s'agit d'une loi contenue, vous devriez trouver chaque fois le nom de la loi, comme dans ce cas c'est une loi uniforme, et l'intervalle, lorsqu'il s'agit de loi uniforme, forcément, on doit lui associer un intervalle. La fonction densité, ça reste derrière les rideaux. Donc, calculer, la première question, calculer P de x inférieur ou égal à 2,6. Quelle est la probabilité que l'épaisseur de la pièce mécanique soit inférieure ou égale à 2,6 cm? Et la probabilité que l'épaisseur de la pièce mécanique soit comprise entre 2,3 et 2,5 cm. La question suivante, les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 2,4 cm. Donc là, cet exercice est une réponse à ceux qui disent que
on est loin de la réalité, mais juste on est dans le bas. Les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 2,4 cm. Quelle est la probabilité qu'une pièce soit acceptée? Là, la question, elle est directe, mais là, elle est un peu indirecte parce qu'il faut chercher derrière les lignes. Donc, on passe à la correction, la solution. Donc, la première question, calculer P de x est inférieur à 2,6. Avant de commencer, normalement, chacun d'entre vous doit noter devant lui la nature de la loi, la formule qu'il va utiliser, et puis l'intervalle sur lequel la loi est définie. Donc, on revient à notre exemple. Donc, P de x inférieur ou égal à 2,6, on va la calculer. X suit la loi uniforme. On précise qu'elle est une loi uniforme. Elle est à valeur dans 2,2,8, c'est l'intervalle de définition de cette loi. Donc, on va chercher la probabilité que x est inférieur ou égal à 2,6. Les choses sont aussi simples que vous le voyez devant vous. Il n'y a rien de compliqué, ni d'intégrale à calculer, ni de calcul long à faire, rien du tout, sauf une petite simple formule à appliquer. La formule, c'est x inférieur ou égal à 2,6. Normalement, une petite réflexion nous garantit que lorsqu'on a posé la formule P de x entre petit a et petit b. Alors, la formule, c'était, c'est l'intervalle AB. Donc, là, j'ai besoin d'effacer. Donc, P de x entre A et B, c'est 1, c'est la probabilité, c'est l'événement certain. Mais P de x entre C et D, c'est parce que c'est une première fois et je n'ai pas su comment effacer. C'est pour ça que j'ai écrit cette phrase. Donc, P de C, x entre C et D. Donc, la formule, c'est D, c'est égal à D moins C sur B moins A. Donc, peut-être que lorsque vous voyez cette formule, la deuxième question, vous dites que c'est une application directe. Mais là, x est inférieur ou égal à 2,6, c'est automatique de réfléchir que x est comprise entre 2 et 2,6, parce que x, elle varie toujours entre 2 et 2,8, et la question x est inférieure à 2,6, donc logiquement, le x doit être compris entre 2 et 2,6, donc on applique cette formule, c'est-à-dire là, P de x, donc P de x inférieur ou égal à 2,6, c'est égal à P de x entre 2 et 2,6. Voilà. C'est pour ça, la formule, c'est 2,6 moins 2, non, 2,6 moins 2 sur toujours 2,8 moins 2, c'est l'intervalle BA. 2,8 moins 2. Donc, c'est, j'espère que ça marche. Donc, P de x inférieur x entre 2,3 et 2,5. Là, la formule, on l'applique très simplement. Donc, 2,5 moins 2,3 sur 2,8 moins 2, c'est la formule directe. On l'applique et ça donne 0,2 sur 0,8 qui est égal à 1 quart. Le fait d'écrire sous forme décimale ou forme fractionnelle, ça revient à l'énoncé et ça revient au cas que vous avez à étudier. Donc, la question suivante. Les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 2,4. Quelle est la probabilité qu'une pièce soit acceptée? Donc, quelle est la probabilité qu'une pièce soit acceptée? On doit revenir dans quel cas on accepte les pièces.
D'après l'énoncé, les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 2,4. Donc le fait de dire quelle est la probabilité qu'une pièce soit acceptée, ça revient à calculer la probabilité que x soit supérieur à 2,4. Et là, dans cet exemple, on vient de voir le cas où x est inférieur ou égal, x compris entre, et maintenant on est devant le cas où x est supérieur à 2,4. Donc normalement, si vous m'aviez bien compris dans la première partie, la réponse là est simple. La probabilité pour qu'une pièce soit acceptée est, donc normalement le x supérieur ou égal à 2,4, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2,4 et inférieur ou égal à 2,8. Donc, c'est pour ça que l'application de la formule donne 2,8 moins 2,4 sur 2,8 moins 2. Là, donc, je vais dire que P de x supérieur ou égal à 2,4, c'est égal à P de x comprise entre 2,4 et 2,8, d'où vient cette formule, donc qui est égale à 2,8 moins 2,4 sur, donc 2,8 moins 2,4 sur 2,8 moins 2, 2,8 moins 2. Donc là, donc comme vous voyez, le résultat c'est 0,5, c'est la probabilité qu'elle soit acceptée. Donc si je récapitule, une loi contenue, elle est définie par sa densité. On a le premier modèle de loi contenue, c'était le modèle qu'on vient de voir maintenant, c'est le modèle de loi uniforme. On a vu la densité, c'est la fonction constante 1 sur b moins a. On a vu un exemple de fonction, un exemple qu'on a corrigé maintenant. C'est l'exemple qui est devant vous, dans la correction devant vous. Et j'espère que vous aurez l'occasion de le refaire. Donc, je passe maintenant à la loi exponentielle. J'ai dit dès le début qu'on a deux modèles qui nous concernent dans notre programme de 4e année. Le premier, c'est la loi uniforme et le deuxième, c'est la loi exponentielle. Et normalement, vous devinez que la densité de cette loi serait une fonction exponentielle, d'où vient le nom, la définition. Donc, soit lambda un réel strictement positif, là, on doit s'arrêter. Vous voyez, on est surpris par un réel, non pas uniquement la fonction. Si tout simplement, vous allez le voir après, une variable aléatoire contenue x suit une loi exponentielle de paramètre lambda sur i. Donc, avant même de continuer de lire cet énoncé, on remarque la présence d'une constante lambda qui est un réel strictement positif, un intervalle qui n'est plus fermé AB, cet intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Alors, la variable, elle est contenue, elle suit une loi exponentielle. Quand ça, si sa densité de probabilité f est définie sur 0 plus l'infini, pardon, ça manque de flèche, par là, c'est un peu de, peut-être de suspense, donc ça n'a pas marché. Ah, c'est bon? Donc, elle est définie par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. On s'arrête un peu là. Donc, la fonction densité. Dans le cas d'une loi exponentielle, on n'est pas surpris qu'elle est une fonction exponentielle. Déjà, on s'attend à ça. Mais la forme de cette fonction est lambda exponentielle moins lambda x. Lambda, c'est le réel positif, et qui figure là, et là. Donc, c'est la fonction densité. Chaque fois où on change lambda, la fonction densité change. Mais l'intervalle de définition, c'est toujours 0 plus l'infini. La courbe est généralement de cette façon. Je l'ai représentée tout simplement parce que si la courbe est représentée devant vous, vous pouvez remarquer que l'image de 0 par f, c'est 0 fois exponentielle 0, qui est égal à
0, là, je m'excuse, donc j'ai dit f de 0, c'est lambda exponentielle moins lambda fois 0. Lambda fois exponentielle 0, c'est 1, c'est-à-dire lambda fois 1, c'est lambda. Donc l'image de 0, c'est lambda. Et comme vous voyez là, on lit lambda. Lambda se lit ici lorsque vous avez la fonction densité devant vous. Donc, conséquences. Les conséquences concernent la façon avec laquelle on va calculer les probabilités contenues dans le cas des lois exponentielles. Donc, si x est une variable aléatoire réelle contenue qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda positif, évidemment, sur un intervalle i, 0 plus l'infini, évidemment encore, alors on a, pour tout réel positif a et b, tel que a est inférieur ou égal à b, avant de voir cette formule, on doit s'arrêter un peu, je vais m'arrêter un peu là, p de x entre a et b. On doit se mettre d'accord. Dans les lois contenues, on cherche généralement la probabilité que x soit comprise. On oublie tout ce qui est discret, on oublie tout ce qui est question de calculer p de x égal à 1, égal à 2, égal à 4. Il s'agit toujours d'une compare x entre a et b, mais pour la calculer, toujours c'est l'intégrale de la fonction densité, mais cette fois la fonction densité f n'est plus une fonction constante, c'est la fonction qu'on venait d'écrire tout à l'instant. Donc, et l'intégrale de la fonction lambda exponentielle moins lambda t, on va chercher la primitive, et la primitive de l'exponentielle lambda exponentielle moins lambda t, c'est moins exponentielle moins lambda t. Donc, on remplace par b et a, on va avoir exponentielle moins lambda a, moins exponentielle moins lambda b. Et comme on a fait dans le cas où il s'agissait des lois uniformes, où on a appliqué juste les formules, même maintenant, de préférence, on doit savoir d'où venaient les formules, mais on va les appliquer chaque fois où la question se pose. Donc, quelques autres remarques là. Lorsque x est inférieur ou égal à, on va, que faire lorsque x est inférieur ou égal à, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un x encadré, la probabilité que la variable x prenne des valeurs inférieures ou égales à la constante a, ça veut dire que la probabilité que x soit comprise entre 0 et a. Parce que je reviens toujours à dire que l'intervalle i, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, lorsque x est inférieur ou égal à a et elle appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est que la variable x appartient à l'intervalle 0a. Donc, p de 0a qui est égal à 1, parce que l'image de 0, c'est exponentielle, là, c'est entre 0 et a, exponentielle 0 fois a, exponentielle 0, c'est égal à 1, moins exponentielle moins lambda fois a, et là, c'est a moins exponentielle moins lambda a. Donc, cette formule-là est la formule clé que le fait de la savoir, je ne veux pas dire de l'apprendre, je ne veux pas dire que de l'apprendre par cœur, donc c'est une formule à comprendre et à appliquer pour qu'on puisse chaque fois l'utiliser sans avoir le risque des fautes. Donc, pour tout b positif, là, je vais prendre le cas où x est inférieur ou égal à, et maintenant, je vais voir le cas où la variable x est supérieure ou égale à b. Dans le cas où la variable x est supérieure ou égale à b, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'intervalle b plus l'infini. Mais vu qu'on ne peut pas calculer une intégrale avec une borne infinie, ça ne fait pas partie de nos programmes. Donc, on va voir les choses intelligemment et voir que le contraire de x supérieur ou égal à b, c'est que le x soit inférieur ou égal à b. Donc, c'est l'événement contraire. Donc, je vais faire par le contraire. Donc, p de b plus l'infini, c'est 1 moins p de 0b, parce que le contraire de l'événement x supérieur ou égal à b, c'est l'événement x inférieur ou égal à b. Donc, je vais faire 1 moins exponentielle moins lambda b, donc ce qui va donner exponentielle moins lambda b. Donc, j'ai utilisé ce calcul pour trouver l'autre formule. Maintenant, donc, je récapitule. On a trois façons de voir les probabilités contenues. On a le cas où x entre a et b, x inférieur ou égal à a, x supérieur ou égal à b. Chacune a sa formule et chacune peut se poser dans les exercices.
Et toujours la fameuse remarque que la probabilité d'un événement élémentaire, là c'était probabilité nulle, que la probabilité que la variable x prenne une valeur fixe constante, c'est égal à 0 puisqu'il s'agit toujours des lois continues. Donc c'est une représentation qui montre les intégrales et les aires qui se trouvent sous les courbes de la fonction densité. Là c'est la fonction densité. Cette partie en vert, l'aire hachurée, elle représente l'intégrale entre 0 et a. L'autre, l'aire en orangé, c'est l'intégrale entre a et b qui représente la probabilité que x soit comprise entre a et b, c'est l'aire de cette partie. Et là, c'est la partie en bleu, c'est dans le cas où p de x supérieur à b. Et cette aire, elle va tendre vers une valeur, puisque là, c'est un comportement asymptotique. En tout cas, dans tous les cas, juste pour avoir une idée sur ce lien entre les intégrales et les aires qui se trouvent entre leur graphique, leur courbe représentative et les axes de la courbe. Donc, l'espérance et la variance. Peut-être la question qui peut se poser dans vos têtes maintenant, c'est que pourquoi vous n'avez pas parlé de ça lorsqu'il s'agissait de lois uniformes. Là, juste, on essaie de suivre ce qu'il y a dans notre programme officiel. Donc, juste, on doit normalement savoir, surtout dans la branche de sciences techniques, que l'espérance mathématique, lorsqu'il s'agit de lois exponentielles, et e de x est égal à 1 sur lambda, c'est une formule qu'on déduit à l'aide d'une intégrale, encore, et la variance de x est définie par 1 sur lambda carré, et normalement il y a encore l'écart type qui n'est autre que la racine carrée, une chose vue, et soit l'espérance, soit la variance, soit la fonction de répartition sont des questions, si on les pose, on répond directement, sans hésitation, il n'y a pas grand-chose à voir ou à discuter dans ce cas. Donc la fonction de répartition f de x est définie par, comme je venais de dire tout à l'heure, à l'instant, que f de x, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x, puisque la fonction de la variable x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, lorsque petit x est inférieur à 0, la probabilité est nulle. Et lorsque x est supérieur ou égal à 0, la formule p de x inférieur ou égal à x, déjà on venait de voir, c'est a moins exponentielle moins lambda x. Comme petit x est supérieur ou égal à, c'est a moins exponentielle moins lambda a. Donc pour x supérieur ou égal à 0, donc a moins exponentielle moins lambda x, c'est la fonction de répartition. Donc il suffit de tracer une demi-droite jusqu'à arriver à l'origine, puis une courbe qui ne dépasse pas le 1 comme limite au voisinage de plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Donc, ce qui nous donne cette courbe représentative. Donc, je redis une autre fois, et je tire votre attention que l'espérance qui n'est autre que la moyenne arithmétique a une formule à apprendre, c'est l'espérance de x c'est 1 sur lambda et la variance c'est 1 sur lambda carré, deux valeurs à apprendre et à appliquer lorsqu'il s'agit d'une question qui les demande. Donc on va passer alors à un exemple. Le temps en minutes que passe un médecin pour consulter, là je me stoppe un peu parce que médecin, je ne peux pas passer sans dire chapeau bas à notre corps médical qui, grâce à lui, peut-être, on peut viser à passer notre bac de sang 2020 parce que vraiment, ce sont des grands sacrifices et un professionnalisme exceptionnel. Donc je reviens. Le temps en minutes que passe un médecin pour consulter un patient est une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,1. Exactement comme l'exemple précédent. Quoi qu'elle soit, loi continue, loi exponentielle, loi uniforme, on la précise. On précise la nature de la loi et on précise le paramètre. Donc, l'intervalle, c'est évident que c'est 0 plus l'infini. Donc, quelle est la probabilité qu'un patient passe plus que 15 minutes
avec le médecin. Tous, vous savez que en présence d'un médecin, la consultation varie suivant les cas. Donc, si le temps en minutes que passe, là, on s'arrête un peu, faites toujours attention à l'unité. Le temps en minutes que passe un médecin pour consulter un patient est une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,1. Quelle est la probabilité qu'un patient passe plus que 15 minutes avec le médecin et quelle est la probabilité qu'un patient passe entre 5 minutes et 10 minutes pour une consultation? On va voir la première question. Quelle est la probabilité qu'il passe plus que 15 minutes? Normalement, si je vous donne un peu du temps à réfléchir à cette question, et en se basant sur ce qu'on a déjà fait dans l'autre exemple, je pense que la plupart d'entre vous va arriver à dire que la probabilité qu'on cherche dans ce cas, c'est la probabilité demandée, c'est P de x supérieur à 15, plus que 15, supérieur à 15. Donc, x supérieur ou égal à 15, on applique la formule qu'on venait de voir à l'instant. Voilà les trois formules. On a entre A et B, x inférieur ou égal à, x supérieur ou égal B. Prenez vos stylos et marquez ces trois formules devant vous. P de x entre A et B, P de x inférieur ou égal à et P de x supérieur ou égal B. Vos stylos, vous marquez les formules, puis ça serait banal. Alors, on va voir la probabilité et si vous regardez maintenant devant vous votre formule, P de x supérieur ou égal à 1, c'est exponentielle moins lambda qui est égal à 0,1 fois 15. Là, c'est un calcul. Exponentielle moins 1,5, c'est simple à voir, mais la valeur approximative, c'est 0,22. Là, c'est une valeur approchée. Et dans les exercices, surtout dans vos bacs, et dans le bac que vous allez passer, vous faites toujours attention. Et s'il y a des arrondis ou il y a des valeurs approchées à 10-2, 10-3 près, là, je n'ai pas tenu compte. J'ai écrit une valeur approchée à 10-2 près. Quelle est la probabilité qu'un patient passe entre 5 et 10 minutes? Donc, pour une consultation, évidemment, c'est une probabilité que x soit comprise entre 5 et 10 minutes. Donc, si on applique la formule, là, c'est pas bien présenté. C'est exponentielle, la même valeur, moins 0,1 fois 5, moins exponentielle, moins 0,1 fois 10. C'est un calcul fait à l'aide d'une calculatrice, normalement, qui va nous donner le résultat qui est égal à peu près 0,23 ou une valeur approchée à 10-2 près. Donc, voilà la deuxième question concernant les lois exponentielles. On va terminer par un exercice extrait d'un bac, je pense en 2013. Donc, cet exercice bac section maths. Donc, l'exercice, on va le voir ensemble. Alors, pourquoi j'ai choisi un exercice du bac? Parce que la question qui se pose lorsque vous voyez cette présentation, cette modeste présentation, soit dans le premier exemple, soit dans le deuxième exemple, vous pouvez vous dire mais c'est simple, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors non, lorsqu'il s'agissait d'un bac, ça serait beaucoup plus difficile. Non du tout, ne vous en faites pas. Donc voilà un exercice extrait d'un bac maths, section maths, normalement les experts des maths. Donc on va voir l'exercice, de quoi s'agit-il et s'il y a des difficultés vraiment. Donc un laboratoire de sciences physiques dispose d'un ensemble d'oscilloscopes de même modèle. La durée de vie en nombre d'années d'un oscilloscope est une variable aléatoire, ce qui m'intéresse maintenant, notée x, qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,125. Donc la loi, elle est exponentielle, le paramètre est 0,125. N'oublions pas, comme j'ai dit maintenant, que dans l'exemple précédent, que c'était une durée d'attente en minutes, maintenant c'est une durée de vie en années. N'oubliez pas que c'est en années. Donc la première question montrait que P de x supérieur à 10 égale à 0,286.
Alors là, on cherche, même on donne le résultat. Ils ont demandé de montrer que P de x supérieur à 10 est égal à 0,286. Donc c'est un résultat qu'on veut le montrer qu'il est déjà donné. Petit b, calculer la probabilité qu'un oscilloscope ait une durée de vie inférieure à 6 mois. Et là, ça frissonne, parce que 6 mois et des années, donc c'est un tout petit piège. Le responsable du laboratoire veut commander un oscilloscope. Là, on passe à un degré supérieur. On suppose que la durée de vie d'un oscilloscope est indépendante de celle des autres. On a une répétition, donc le fait de remarquer cette indépendance, c'est évident. On note P1 la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10. Donc la probabilité notée P1. Donc exprimer P1 en fonction de n. Et enfin, combien d'oscilloscopes au minimum devrait commander le responsable pour que P1 soit supérieur à 0,999, c'est-à-dire celui qui est censé acheter des oscilloscopes à ce laboratoire, il veut faire une étude qui a un sens, qui donne des privilèges à son laboratoire. Il veut à la fin, sachant qu'il a une idée sur la durée de vie de ces oscilloscopes, il veut savoir à la fin combien doit-il acheter au moins pour que, après 10 ans, il trouve à 100% peut-être les oscilloscopes toujours en marche. Donc, c'est-à-dire une étude qui a un intérêt sur la fiabilité de ces appareils à long terme. Donc, on passe à la correction. Toujours la même introduction. On précise la loi et le paramètre. La première question, normalement, c'est simple. On va tout simplement appliquer une formule. Donc, P de x supérieur à 10, c'est la formule exponentielle moins lambda fois 10. C'est exponentielle moins 1,25 qui est égal à 0,286 d'après la calculatrice. Petit b, calculer la probabilité qu'un oscilloscope ait une durée de vie inférieure à 6 mois. Normalement, c'est évident, P de x inférieur, mais là, sur les bouts des doigts, alors inférieur à 6 mois, l'unité de la durée de vie en années, donc normalement, on doit faire attention, on ne doit pas écrire P de x inférieur à 6, mais plutôt à combien? À 6 mois, c'est un demi-année, c'est-à-dire le 6 mois, c'est la moitié d'une année, comme tout le monde le sait normalement. Donc, en calculant la probabilité, on doit faire attention de calculer P de x inférieur à 0,5, non pas à 6. Et on applique maintenant la formule 1 moins exponentielle moins lambda fois 0,5, un calcul à faire. Et c'est le dernier de mes soucis, ce calcul-là. C'est une calculatrice que tu dois savoir l'utiliser pour trouver ces résultats-là. Donc, alors, encore une deuxième fois, on utilise la formule que la variable x soit supérieure à 10, soit supérieure à une constante, et là, soit inférieure à une autre. On passe alors à exprimer P1 en fonction de n. Alors, c'était quoi P1? Maintenant, là, c'était quoi P1? Donc, j'aurais besoin de revenir un peu à P1. C'était quoi? P1, la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans. Il ne faut pas s'affoler surtout. Il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Donc, la probabilité PA, la probabilité au moins, normalement, ce vocable au moins dès la 3e année, dès votre 3e année, et même en 4e, si vous aviez la chance de voir ceci avec vos profs dans vos classes. Alors, la notion au moins, c'est la majorité des cas, elle est traitée avec l'événement contraire. Parce que dire au moins 1, dans le cas où on avait peut-être, disons, si on avait 9 oscilloscopes, d'avoir au moins 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et là, on se fatigue un peu. Donc 0, 1, 2, 4, 5, jusqu'à 9, jusqu'à 10, c'est trop. Donc
Le fait d'étudier ce type d'événement au moins, on l'étudie généralement à l'aide d'événements contraires, c'est-à-dire le contraire d'au moins 1, c'est aucun. Ce n'est pas au plus, mais c'est aucun. Au moins, j'ai entendu quelques-uns qui disent au plus, non, je corrige, j'ai dit le contraire de au moins, c'est aucun. Si je veux qu'au moins quelqu'un d'entre vous soit à mes côtés maintenant, le contraire, c'est qu'aucun d'entre vous ne soit à mes côtés. Donc, au moins un oscilloscope et une durée. On va étudier l'événement contraire. Aucun oscilloscope et une durée de vie supérieure à 10. Donc, là, je vais voir l'événement contraire. Donc, le contraire de au moins 1 et une durée de vie supérieure à 10. Donc, E, c'est au moins un oscilloscope a une durée de vie supérieure à 10. C'est l'événement, je vais l'appeler E pour faciliter la rédaction. E bar, aucun oscilloscope n'a une durée de vie. Là, il ne s'agit plus du subjonctif. Donc, je parle de l'événement. Au moins un oscilloscope A et aucun oscilloscope n'a une durée de vie supérieure à 10 ans. Donc, je vais chercher la probabilité de E bar. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'aucun oscilloscope n'a une durée de vie supérieure, c'est-à-dire tous les oscilloscopes ont une durée de vie inférieure. Puisqu'aucun n'a une durée de vie supérieure à 10, alors tous les oscilloscopes ont une durée de vie inférieure à 10. Cherchons la probabilité que x soit inférieur à 10. X inférieur à 10, c'est 1 moins x supérieur à 10, puisque vous savez qu'on a déjà donné la question précédente, P de x supérieur ou égal à 10 est égal à 0,286. Et puisque maintenant j'ai besoin de voir l'événement où tous les oscilloscopes ont une durée de vie inférieure à 10, donc je vais calculer P de x inférieur à 10 qui est égal à, c'est le contraire de x supérieur ou égal à 10 qui est égal à 1 moins 0,286 qui est égal à 0,714. C'est la probabilité que x est inférieur à 10. Là, c'est la probabilité qu'un oscilloscope ait une durée de vie inférieure à 10 ans. Si je vais chercher la probabilité que tous les oscilloscopes aient à la fin t une durée de vie inférieure à 10 ans, alors là, je vais... Donc, P de E bar, c'est 0,714 à la puissance n. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que le nombre d'oscilloscopes, c'est n. La probabilité qu'un oscilloscope ait une durée de vie inférieure à 10 est égale à 0,714. Alors, tous les oscilloscopes, 2, c'est à la puissance 2. Alors, ça, dans les conditions de l'indépendance, déjà précisées dans l'énoncé. Donc, on a répété l'épreuve de manière indépendante. On n'a pas grand besoin des lois binomiales parce qu'il ne s'agit pas de quelques-uns des succès et des échecs. Là, tous les oscilloscopes ont une durée de vie inférieure à 10, donc on peut calculer direct la probabilité que tous les oscilloscopes aient une durée de vie inférieure à 10, qui est égale à 0,714 à la puissance n. Là, n'oublions pas que ce qu'on venait de trouver maintenant, c'est la probabilité de l'événement contraire de P1. Donc, c'est pour ça que la probabilité P1 qu'on cherche, c'est la probabilité de E, déjà au moins un oscilloscope, qui est le contraire de E bar, c'est 1 moins 0,714 à la puissance n. Donc là, on vient de répondre à la question deuxièmement petit a. Donc, on passe maintenant à la dernière question. B. Donc, combien d'oscilloscopes, parce qu'il devrait y avoir un objectif pour toute cette étude. Celui qui est responsable au laboratoire, il faut savoir combien au minimum devrait commander pour que P1 soit supérieur à 0,80 à 999. C'est-à-dire, il veut être quasiment sûr qu'après 10 ans, il va trouver au moins un oscilloscope en marche.
il veut peut-être garantir à 100% que après, s'il achète un nombre au minimum égal à ce qu'on va trouver, il va s'assurer peut-être que dans 10 ans, il va trouver au moins un oscilloscope en marche. Donc, comment on va faire? P1, on veut qu'elle soit supérieure ou égale à 0,999. Donc, P1, c'est 1 moins 0,714 à la puissance n. On veut qu'elle soit supérieure ou égale à 0,9999. Donc, c'est équivaut à. Là, on va faire la résolution d'une équation, mais avec quelques outils. Tout d'abord, on va ramener le 1 de l'autre côté de l'inégalité. Donc, on va avoir moins 0,714 à la puissance n supérieur ou égal à 0,999 moins 1. 0,999 moins 1, c'est moins 0,001. Alors, la première inéquation donne cette deuxième inéquation. Donc, on a deux signes moins. Personne n'aime les moins. On va éliminer les moins. N'oublions pas que le fait de multiplier par moins 1 les deux membres de l'inégalité, ça va changer le sens de l'inégalité. On va avoir 0,714 à la puissance n inférieur ou égal à 0,001. Comment trouver le n dans notre cas? Si on a ce temps, on peut faire des tentatives de tâtonnement. On prend la calculatrice, on essaie jusqu'à trouver n, et c'est valable. Mais ça prend du temps, surtout si n est grand. Donc, l'astuce là est d'appeler sur cours la fonction ln. La fonction ln va nous sauver dans ce cas des inéquations parce que si on applique la fonction ln qui est une fonction croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini sur les deux membres de l'inégalité, l'inégalité ne va pas changer de sens et on va gagner un privilège que normalement, là peut-être que ça manque un peu de précision, là, que le ln de 0,714 à la puissance n, là, normalement, la propriété de la fonction ln, ln de a à la puissance n, est égale à n fois ln de a. Donc là, c'est ln de a, avec a est positif, strictement positif. Donc ln, là, donc ça va donner ici, pardon, ça va donner n fois ln de 0,714 est inférieur ou égal à ln de 0,001. Donc, vous voyez, donc ln là, on applique la propriété de la fonction ln, ce qui donne n fois ln de 0,714 inférieur ou égal à ln de 0,001. Alors, on peut dégager le n en divisant ln de 0,001 par ln de 0,714. Mais faites attention là, faites attention que cette valeur-là, elle est une valeur négative. C'est une valeur négative. Donc, lorsqu'on va diviser par cette valeur négative, on va inverser le sens de l'inégalité et on va voir n supérieur ou égal à ln de 0,001 divisé par ln de 0,714. À l'aide d'une calculatrice, on va trouver 20,5. 20,5, c'est quoi ça? C'est le minimum d'oscilloscope qu'il doit acheter. Alors, comment 20,5? On doit s'arrêter un peu. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter 20 oscilloscopes et quelques câbles, ou bien quelques câbles qui manquent d'écran. Donc, 20,5, on doit normalement, donc là, or, n est un entier, donc le nombre d'oscilloscopes doit être un entier, donc le minimum c'est 20,5, donc on doit acheter au minimum 21 oscilloscopes pour garantir qu'après 10 ans, au moins un oscilloscope soit en marche et ne tombe pas en panne.
Alors, en fin de cet exposé, je tiens à vous rassurer que, quoi qu'elle soit, une probabilité contenue ou discrète, j'espère que celle que vous ayez, que vous ayez ce bac avec succès soit égale à 1. J'insiste bien que votre probabilité de succès soit égale à 1. Et Inch'Allah, Wallahu wa li tawfiq, assalamu alaikum.